Je dis bonjour à l'auditoire, je dis bonjour aux internautes qui nous écoutent à travers Profil TV. Et je voudrais, avant de débuter mon intervention, remercier les organisateurs du 12e sommet international de la finance en Haïti de me convier et à cette activité afin de partager, je dirais, et le contenu de mon livre Entreprendre un choix et une responsabilité dans le cadre de cette activité. En effet, le thème retenu pour cette année est financer les micro, petites et moyennes entreprises. Donc, il va sans dire que nous allons parler d'entrepreneuriat, que nous allons parler de croissance, que nous allons parler de financement. Et lors de ce sommet, l'emphase sera certainement mise sur le financement des petites et moyennes entreprises. Donc, ça va de soi que nous allons parler d'entrepreneuriat. Nous allons parler de croissance et pourquoi pas de développement. Je pense que c'est dans ce sens que le contenu de mon ouvrage pourrait, et éventuellement, je l'espère du moins, et nous permettre justement de trouver des pistes de solutions à justement favoriser le financement de cet agent économique qui est particulièrement les micro, petites et moyennes entreprises. Avant de débuter, et je dirais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais tout d'abord prendre le temps de vous présenter les objectifs. En effet, à la fin de ma présentation, et les auditeurs, les téléspectateurs, les téléspectatrices et l'auditoire devraient pouvoir découvrir l'importance des PME, devraient également pouvoir définir le concept de l'entrepreneuriat, découvrir les enjeux de ce choix, découvrir la corrélation qui existe entre l'entrepreneuriat et le développement, identifier quelques profils d'entrepreneurs du paysage économique haïtien et, en dernier lieu, découvrir quelques recommandations que je me suis permis de prodiguer devant promouvoir une forme d'entrepreneuriat à fort impact. En fait, lorsque nous parlons de l'importance, je dirais, des PME dans une économie, et nous n'allons pas réinventer la roue. Donc, en réalité, ce schéma explique clairement pourquoi il est important d'accorder une importance particulière justement aux petites et moyennes entreprises. Si nous nous référons justement au concept du missing middle, développé par le Finance Lab Research Initiative de Harvard Kennedy School, nous voyons clairement que il est important pour un pays de faire la promotion et d'encadrer justement les PME. Au niveau des pays, je dirais, si on peut les appeler comme ça, les pays développés, nous voyons clairement que le nombre de PME existants dans ces pays est très élevé, tandis que dans des pays, je dirais, qui connaissent certaines difficultés ou effectivement tardent à se développer, le nombre de PME est extrêmement très faible. Je pense que c'est clair parce qu'en fait, déjà, des études ont démontré que 50% des emplois formels à travers le monde sont effectivement générés par les PME. Donc, cela va de soi qu'il faut effectivement accorder une importance particulière aux PME. En Haïti, nous recherchons certainement cette clé de voûte qui nous permet justement d'accrocher la croissance. Je ne dis pas que c'est la seule option, mais effectivement, l'entrepreneuriat est une option, mais également, il faut, et plus particulièrement, s'intéresser justement au développement des petites et moyennes entreprises. Maintenant, lorsque nous parlons justement de promouvoir la PME, favoriser le financement de cette PME, je demeure convaincu, et c'est bien ce que je développe à travers mon ouvrage, que la compréhension même, je dirais, de la dynamique de l'entrepreneuriat est importante pour toute personne ou tout groupe d'individus désireux, je dirais, de lancer une initiative entrepreneuriale. Et je pense que déjà, moi, la définition que je vous propose dans le cadre de cette présentation n'est pas un exposé sur les différentes pensées, je dirais, différents courants liés à l'entrepreneuriat, et elle est plutôt, je dirais, le fruit de mon expérience. En fait,
est versé dans l'accompagnement d'entrepreneurs, dans le financement d'entreprises, dans l'accompagnement d'entreprises et ayant lancé moi-même des initiatives entrepreneuriales, j'ai réalisé qu'en fait, il existe différentes étapes dans la dynamique entrepreneuriale. Et ce qui m'amène justement à vous faire la proposition suivante, car je demeure convaincu que les étapes qu'on retrouve et lorsqu'on décide d'entreprendre sont, sont celles-là. Donc, nous avons dans un premier temps, partant d'une idée, l'entrepreneur a pour première étape une certaine obligation, et je dirais, d'identifier, je dirais, les ressources qu'il lui faut afin de monter son projet. Et lorsque je dis identifier des ressources, je fais certainement référence aux ressources financières, aux ressources matérielles et aux ressources humaines. Et dans une deuxième étape, après avoir identifié ces ressources, rien ne dit que l'entrepreneur a cette capacité, je dirais, de s'approprier ces ressources. Donc, en réalité, il doit déjà, sans même avoir l'entreprise, et débuter une certaine stratégie afin de s'approprier ces ressources. Et maintenant, prenons le cas, et dans le meilleur des cas, il s'approprie ses ressources, il lui faut, pour garantir un certain succès, mobiliser de manière intelligente, et ce mot, je dirais, il prend tout son sens justement dans la dynamique que je vous propose ici, parce qu'en fait, on peut posséder les ressources, mais une mauvaise utilisation peut vous amener justement à ne pas réussir votre initiative entrepreneuriale. Ces ressources, une fois convenablement utilisées, donc mobilisées de manière intelligente, on le fait dans une dynamique de générer la richesse. Et lorsque je parle de richesse, je fais référence justement à un concept, au concept de bottom line, de double bottom line, qui en fait nous amène à justement voir la génération de richesse non seulement dans une dynamique, je dirais, lucrative, c'est-à-dire qu'on fait du profit, mais également on peut le faire dans une dynamique d'amélioration, d'améliorer justement son environnement, d'améliorer, je dirais, sa communauté. Donc, c'est quasiment dans une dynamique purement sociale. Donc, quelqu'un qui décide de lancer une entreprise et industrielle et quelqu'un qui décide de monter une fondation, les deux, pour moi, se trouvent dans une dynamique entrepreneuriale où ils essaient de résoudre un problème ou d'assouvir un besoin un besoin. Donc, en fait, il était important pour moi d'essayer de camper pour vous justement ma compréhension de l'entrepreneuriat. Et si on le fait en une phrase, c'est la capacité d'un individu ou de groupe d'individus à identifier des ressources, à se les approprier, à les mobiliser de manière intelligente dans une dynamique justement de générer de la richesse. Maintenant, si nous essayons de faire la corrélation entre, je dirais, et le financement des micro, petites et moyennes entreprises et ce que je propose dans le livre, où je précise que entreprendre est un choix, justement, la dynamique de financement, la dynamique justement et de financement d'une entreprise en général est liée à un maître mot où on parle de confiance. D'ailleurs, l'étymologie du mot crédit et le prouve. Lorsqu'on parle de crédit, on voit clairement que quelqu'un qui voudrait justement investir, que ce soit sous forme d'emprunt, que ce soit sous une forme, je dirais, d'investissement, la dynamique est la même, où en fait, on recherche une certaine confiance afin justement de prendre ce risque qui sera certainement un risque et qui certainement sera un risque spéculatif que je vais peut-être expliquer un peu plus en avant. Mais je dis souvent que l'entrepreneur déjà peut faire le choix justement de bien entreprendre. Et dans la première partie de mon livre, où vraiment je mets l'emphase sur la découverte de soi, où j'amène effectivement l'entrepreneur à découvrir ses forces et ses faiblesses, je pense que ça permet à l'entrepreneur de mieux s'entourer. Ça permet à l'entrepreneur de mieux faire ses choix parce qu'il saura où justement il est fort et où il détient certaines faiblesses. À ce moment, il a cette capacité de mieux déléguer, cette capacité de mieux s'entourer, cette capacité de laisser la main à d'autres collaborateurs qui lui permettront de mieux atteindre ses objectifs. Donc, il est important, pour moi, c'est déjà un acte, c'est déjà un choix que fait l'entrepreneur. Pourquoi? Et parce qu'en fait, il se connaît mieux. Il se connaît mieux, il connaît ses forces, il détermine sa vision, il sait où il veut y aller. Et si je reviens
et pour mettre en face sur cette définition, sur ce point-là, et en termes de choix, même lorsqu'on comprend justement et la définition que je viens de proposer, il n'y a quasiment aucune différence entre ce que fait la petite marchande du coin ou la boutique du coin et l'industriel qui décide de monter une usine de jus ou une usine d'eau. Et les deux, ils sont en train justement de mobiliser des ressources, ils les ont identifiées et ils le font dans une dynamique de gérer de la richesse. La seule différence, c'est que il y a peut-être un qui a une vision plus large, qui a une éducation financière qui soit plus complète, qui a peut-être une compréhension plus complète, je dirais, du monde managérial qui lui permet justement, et tous ces éléments-là lui permettent de prendre de meilleures décisions. De meilleures décisions. Mais les deux, ils sont dans une dynamique, je dirais, entrepreneuriale. Mais les aspirants entrepreneurs qui décident de monter des MPME, les entrepreneurs déjà qui gèrent des MPME, pourquoi ils éprouvent certaines difficultés à peut-être mal gérer leur entreprise ou peut-être à prétendre à une certaine croissance? C'est peut-être dû par peut-être cette méconnaissance de soi qui les amène justement à développer de mauvaises habitudes au niveau de leur entreprise, les empêchant de prendre de bonnes décisions. Donc, dans la première partie du livre, j'essaie de manière très simple et très ludique de permettre justement à l'entrepreneur de faire ce choix de mieux se connaître afin de monter une entreprise qui soit peut-être mieux structurée et tout en ayant une vision beaucoup plus claire de ce qu'il veut pour son entreprise. Mais encore, la dynamique de choix que je développe dans le livre, je dis que c'est un choix dans le sens que, et je fais référence à la notion du risque. En effet, il existe deux types de risques. On peut parler de risque pur et également on peut parler de risque spéculatif. Je fais plutôt référence au risque spéculatif qui en fait amène un individu qui décide d'investir son argent, qui décide de saisir une opportunité d'affaires. Mais alors, saisir cette opportunité d'affaires est un choix conscient. Et c'est là où nous nous retrouvons dans cette dynamique de risque spéculatif. Donc, et c'est un choix, effectivement. Donc, faire ce choix, et on en est conscient et on sait qu'il y a peut-être c'est quasiment, on est face à une loi binomiale. On peut soit perdre son argent ou soit quasiment générer un certain profit. Mais alors, la notion de choix va nous amener justement à introduire le prochain slide que je vais vous présenter. Je pense que faire ce choix d'entreprendre vient aussi avec un certain niveau de responsabilité. Et c'est là où justement, et pour moi, parce qu'en fait, on entreprend certainement pour pouvoir, je dirais, et générer du profit, mais les acteurs que vous êtes, nous avons vu dans le premier slide que je vous ai présenté qu'effectivement, les PME apportent beaucoup à une économie, on peut le dire sur le terme d'emploi, mais en fait, si nous essayons de monter des entreprises qui soient fortes, et si ces entreprises sont fortes, elles sont bien gérées, il va de soi que les institutions financières vont plutôt s'intéresser à ces nouveaux projets. Moi pendant plusieurs années, j'ai accompagné beaucoup de PME et j'ai vu le financement de beaucoup de PME, mais j'ai vu également des entrepreneurs qui viennent pour présenter des projets. Les projets, je dirais, il y a, on fait face généralement à deux types de situations. Soit le projet, l'idée en elle-même est intéressante, mais l'entrepreneur a cette incapacité de le traduire en un modèle d'affaires qui soit totalement compétitif et intéressant, ou effectivement nous retrouvons un entrepreneur qui vit sa crise, ce que généralement, comme nous dit Michael Gerber, et vit ce qu'on appelle le entrepreneurial seizure, ou effectivement la crise entrepreneuriale, où effectivement l'entrepreneur il est dans sa bulle et il croit qu'il a trouvé, je dirais, la solution pour résoudre tous les problèmes du monde et il n'est pas perméable justement à recevoir des conseils et par rapport à son projet. Mais alors, cette méconnaissance, cette incapacité de connaître ses forces l'empêche justement, encore une fois, de faire de bons choix. Mais maintenant, la PME est là pour développer, pour provoquer le développement. Donc, en fait, déjà, mieux se connaître, mieux structurer, avoir une meilleure vision permettrait de construire des entreprises qui soient
beaucoup plus compétitives, qui peuvent générer la croissance et qui peuvent nous amener vers le développement. Pourquoi? Parce que le développement, je dirais, c'est une résultante, je dirais, d'une certaine croissance soutenue. Et si effectivement nous sommes face à des PME qui sont, et je dirais, et attractives et également qui peuvent à même attirer du financement, différents types de financement, et on peut justement prétendre à ce développement que nous recherchons tous. Mais maintenant, lorsque je parle de développement, nous sommes dans une dynamique, je dirais, et clairement, encore une fois, nous n'allons pas réinventer la roue. Et il existe effectivement une corrélation très étroite entre l'entrepreneuriat, le niveau d'entrepreneuriat de pays et le niveau de développement économique. Donc, tout comme je l'ai présenté tantôt, c'est une théorie développée par Rostow en 1960 et améliorée par Michael Porter. Et la relation est positive, mais nous voyons clairement que lorsque nous atteignons effectivement le stade plus élevé, je dirais, du développement économique, on est au stade où effectivement les entreprises font preuve d'innovation. Et en réalité, déjà, on sait que les PME, de par leur caractéristique, et elles sont agiles et elles peuvent apporter l'innovation, mais il faut qu'elles arrivent justement à soutenir cette dynamique de l'innovation. Il faudrait maintenant se poser la question aujourd'hui, est-ce qu'en Haïti, nous avons effectivement et, et des entreprises et un niveau d'entrepreneuriat très élevé? On aurait tendance à dire oui. Moi, j'ai tendance à dire oui parce que sortant de la petite marchande et aux jeunes, aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde essaie, je dirais, de tirer son épingle du jeu en essayant d'avoir une initiative entrepreneuriale et entrepreneuriale, ce qui est une bonne chose. Mais maintenant, la question qui voudrait se poser, toutes ces initiatives, parce que j'ai été juge, je vois qu'il y a plusieurs concours qui s'organisent, il y a une velléité de supporter des PME, mais je peux vous dire que et, de tous les projets qui sont présentés, que j'ai vus, qui sont passés soit dans des concours, je reste sur ma faim. Je sais que ça serait des PME, mais lorsque je regarde l'entrepreneur, lorsque je regarde le groupe d'entrepreneurs, je regarde leur vision, je me demande si ils pourront effectivement insuffler une dynamique totalement intéressante pour que la structure qui sont en train de monter sera une structure qui pourra justement être innovante et qui pourra être compétitive. Et parce que lorsque je dis compétitive, nous sommes dans un monde plat. Le monde est global. Donc, il ne faut pas simplement voir les acteurs qui se trouvent dans l'environnement haïtien, il faut justement conjuguer avec les Dominicains, il faut conjuguer avec les Indiens, il faut conjuguer avec les Européens, il faut conjuguer avec les Nord-Américains, parce qu'en fait, la concurrence est quasiment partout. Et c'est ce qui fait défaut également, parce que là, si économiquement on ne vous fait pas confiance, et qui pisait, et sur le plan managérial, sur le plan de votre structure, on ne vous fait pas encore confiance, ça va de soi qu'il sera difficile pour vous justement d'obtenir du financement. Donc, oui, on aurait tendance à dire que le niveau d'entrepreneuriat en Haïti est élevé, mais quel type d'entrepreneuriat que nous pratiquons? Donc, ce type d'entrepreneuriat que nous pratiquons aujourd'hui, pratiqué généralement par les PME, semble ne pas favoriser justement une certaine croissance qui nous mènerait vers un certain niveau de développement. Donc, c'est-à-dire que pour que cette équation soit respectée, pour qu'on ait cette corrélation positive entre l'entrepreneuriat et le développement économique, il y a certaines conditionnalités que les PME devraient respecter afin justement d'enclencher cette croissance et ce développement que nous recherchons généralement. Maintenant, pour moi, lorsque nous parlons de développement, le développement n'est pas, j'ai bien dit tantôt que on parle de croissance soutenue qui peut amener vers le développement, mais je ne pense pas que créer de la richesse n'est pas uniquement une richesse qui peut être uniquement financière. Et lorsqu'on prend la notion économique en elle-même, et on peut avoir des pays qui connaissent des croissances soutenues, mais les conditions de vie de leur population ne s'améliorent pas. Et si les conditions de vie de leur population ne s'améliorent pas, nous ne sommes pas dans une dynamique de créer justement un environnement qui se développe où on peut prétendre parler de développement. Et pour moi, je vous présente ici et je mets l'emphase sur cela au niveau de mon ouvrage où je parle je peux parler de l'entrepreneuriat de développement ou une entreprise qui décide de d'impacter sa communauté, d'impacter son environnement et devrait, dans une certaine mesure,
et suivre cette dynamique que je vous présente là. Dans un premier temps, on parle de responsabilité sociale. Lorsque je parle de responsabilité sociale, il faudrait que cette responsabilité sociale ne soit pas à la lisière, je dirais, et du modèle économique de l'entreprise. Il faut qu'elle soit une partie, je dirais, intégrante du modèle économique de l'entreprise. Donc, la responsabilité sociale, pour moi, n'est pas seulement de dire que chaque année, et oui, j'ai fait don d'une salle informatique à une école, ou quasiment j'ai construit une école, mais là, je dirais, c'est déjà bien. C'est déjà bien, mais ce ne sont que des actions. Mais lorsque vous l'intégrez dans une dynamique, dans votre business model, dans votre modèle d'affaires, vous avez non seulement, vous faites encore des analyses d'impact, vous évaluez, vous avez une équipe qui travaille sur ces aspects de manière soutenue, vous voyez ce que ça peut vous apporter en termes d'image, il y a une corrélation étroite et par rapport au profit que vous générez, et je dirais que et votre environnement est heureux. Mais cette responsabilité sociale, elle peut être également à l'interne. La manière dont vous traitez vos employés, la manière dont, 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 dont ils sont traités, l'environnement interne de l'entreprise fait également partie de cette responsabilité sociale. Donc, c'est extrêmement important parce qu'en fait, effectivement, on peut être en train de faire de l'argent, mais on peut ne pas être en train de construire, je dirais, une entité qui se veut être pérenne et qui peut justement enclencher justement ce développement que nous recherchons. Dans un deuxième temps, pour parler d'entrepreneuriat du développement, et on a parlé de performance économique, je pense que si ça va de soi, s'il n'y a pas de performance économique, l'entreprise, c'est quasiment l'une des missions premières de l'entreprise, c'est d'avoir une performance économique, que son produit soit accepté, qu'il y ait un marché pour qu'il puisse s'écouler. Il y a la responsabilité sociale. Ça, pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Dans tous les pays du monde, on est d'accord que la majorité des entrepreneurs n'aiment pas payer les taxes, surtout lorsqu'on a la sensation que nous ne recevons pas les services et que l'on devrait recevoir en tant qu'acteur économique. Mais alors, pour justement enclencher des plaidoyers et mener ce combat pour amener l'État peut-être à vous servir, je pense que tout d'abord, il faut remplir son devoir, qui est pour moi de payer des taxes. Si je l'intègre dans mon modèle d'affaires et que je fais de l'argent, pourquoi ne pas payer des taxes? Et aussi, et là, je pense que vous arrivez à avoir une certaine légitimité, justement, à taper du poing, à influencer les politiques publiques pour que vous ayez un meilleur environnement et que vous exigiez, justement, des choses, je dirais, des actions de l'État qui vous permettraient justement d'être plus compétitif et d'améliorer votre environnement. Et parler de modèle d'affaires structurant et innovant, je pense qu'il y a une relation étroite entre ce point et la performance économique. Aujourd'hui, surtout aujourd'hui, on n'a pas le choix justement d'innover. Donc, tu innoves ou tu meurs, on n'a pas le choix. Et lorsque je parle d'innovation, on a souvent tendance à comprendre qu'on parle de technologie. Non, pour moi, innover, et c'est à différents niveaux. On peut avoir des innovations organisationnelles, on peut avoir des innovations technologiques, certainement. On peut avoir des innovations même de la manière de gérer vos employés. On peut avoir des innovations de la manière, justement, de les motiver. On peut avoir des innovations et de la manière d'approcher la clientèle. Donc, il y a plusieurs types d'innovations. La seule chose, c'est pouvoir comment faire autrement pour justement surpasser la compétition et gagner cette bataille féroce qui existe aujourd'hui dans l'environnement de l'entreprise. Et dans un dernier point, on parle de responsabilité légale. Tout simplement, c'est arriver à mettre en place des standards, des normes, des lois que respectées par ces entreprises, que ces entreprises intègrent au niveau de leur modèle d'affaires qui leur permettrait justement d'être totalement fit pour justement et desservir leur communauté. Donc, voyez bien que déjà, tout ce que je vous dis là, c'est-à-dire que vous allez voir que et non seulement déjà traditionnellement les entreprises et les institutions financières font beaucoup et donnaient beaucoup d'importance, je dirais, aux chiffres, je dirais à vos états financiers, à votre performance financière, à votre performance économique. Mais déjà aujourd'hui, vous remarquerez que ce soit les bailleurs de fonds, que ce soit les institutions financières, la notion de responsabilité sociale, c'est-à-dire liée au respect de l'environnement et justement à la non-exploitation des enfants en termes de travail, ce sont autant de choses qui amènent des entreprises, des institutions financières, lorsqu'ils font leur due diligence, à voir si ces entreprises respectent certains éléments avant même de pouvoir les financer. Donc, en montant des PME, pourquoi ne pas déjà avoir de bonnes pratiques qui augmentent, je dirais, vos chances à avoir accès au financement?
Si vous me posez la question s'il y a de la place pour qu'il y ait une certaine innovation financière, je pense qu'il y a énormément de place pour qu'il y ait d'innovation financière. C'est-à-dire, je ne porte pas simplement la responsabilité du côté des PME qui, justement, ne sont pas totalement bien desservis, mais déjà, faites vos devoirs à la maison pour pouvoir déjà même puiser dans le système traditionnel. Donc, en termes d'innovation financière, je pense que le groupe Profil est en train justement de jouer un rôle de disrupteur au niveau du système financier haïtien et pour pouvoir justement amener de nouveaux produits financiers sur le marché qui permettraient justement aux entreprises de prétendre à d'autres sources de financement, d'autres sources de financement. Mais encore une fois, l'utilisation de la technologie et des fintechs sont autant d'avenues qu'il faudrait continuer à explorer pour pouvoir justement mieux adresser le besoin des PME. Mais avant tout, je pense que les PME ont une obligation à se renforcer, à avoir des modèles d'affaires qui soient beaucoup plus attrayants afin d'améliorer leurs chances à obtenir du financement, que ce soit dans le système financier haïtien et pourquoi pas dans le système financier à l'international. Mais déjà, je viens de vous présenter, je dirais, et disons l'entrepreneuriat du développement. La question qu'on aurait pu se poser aujourd'hui, c'est est-ce que les entrepreneurs haïtiens pratiquent ce type d'entrepreneuriat? Et c'est là où, dans la deuxième partie de mon livre, je me suis permis, de par mon expérience en tant que cadre d'institution financière, entrepreneur moi-même, conseiller en entreprise et formateur de plusieurs entrepreneurs et justement participant à des forats et en écoutant des entrepreneurs parler, ça m'a permis d'avoir une vision, je dirais, globale, qui m'a permis de présenter, de me dire que au niveau des entreprises haïtiennes, des PME haïtiennes, il y a différents types de profils qui peut-être nous gardent dans ce statu quo que nous avons aujourd'hui, ou et également il y a un groupe qui voudrait justement enclencher un changement et faire des affaires autrement. Et c'est là où, justement, dans le livre, si vous avez la chance de lire l'ouvrage, vous verrez que j'ai présenté 4 profils. Mais pour les besoins de la cause aujourd'hui, je vous en présente 2 et que j'ai regroupés. Donc en réalité, il y a un groupe que je me permets d'appeler les adeptes du chaos. J'aurais pu écrire chaos, CHAOS, mais c'est volontaire que je garde ces 2 lettres KO. Pourquoi? Parce que je pense qu'on est à un stade où on est en train de donner un knockout, je dirais, à l'environnement économique haïtien où on est en train de le tuer carrément. Si effectivement on ne change pas ces pratiques. Dans le sens que ce sont des entrepreneurs que j'appelle les adeptes du chaos. Et il y a tout de même de l'espoir, car j'observe et je suis convaincu, et c'est pas que je suis convaincu, il y a ce que je peux appeler des perturbateurs positifs, qui ont l'envie de faire des affaires autrement. Et ces perturbateurs positifs, on les retrouve même des entrepreneurs, je dirais, aguerris et même ceux qui sont très anciens déjà dans les affaires peuvent être également des perturbateurs positifs. Mais il y a une nouvelle classe d'entrepreneurs qui essaie justement de réfléchir comment faire des affaires autrement. Je pense que si nous voulons enclencher ce développement que nous recherchons, il faudra déjà peut-être essayer de concentrer justement et se concentrer sur les perturbateurs positifs qui appartiennent à différents groupes. Et ces groupes, il faut essayer de faire en sorte qu'ils se parlent ensemble, qu'ils essaient de mutualiser leurs forces. Parce que déjà, si je fais un retour sur lorsque je vous permets de voir que et dans la première partie de mon livre, où j'ai présenté que l'entrepreneur doit connaître ses forces et ses faiblesses pour mieux déléguer et choisir son équipe, ça nous démontre déjà que l'entrepreneuriat n'est pas une dynamique individuelle. L'entrepreneuriat est une dynamique, je dirais, est une dynamique collective. Donc, en fait, tout le monde peut entreprendre autant qu'on connaisse ses forces et ses faiblesses et qu'on sache que voilà où je peux m'arrêter. Parce que je peux avoir une certaine aversion au risque, mais effectivement, je peux déléguer. Je suis quelqu'un qui apporte l'idée, mais peut-être que c'est pas moi qui fais la mise de fonds ou effectivement qui prend la parole parce que je suis pas bon
et dans ce volet-là. Donc, déjà, ça me montre que l'entrepreneuriat est une dynamique collective. Donc, lorsque c'est juste une parenthèse que j'ai ouverte. Maintenant, lorsqu'on parle des perturbateurs positifs, il faut comprendre que il y a la possibilité maintenant, et il existe plusieurs groupes, ils font en sorte qu'ils se parlent ensemble et justement qu'ils arrivent à faire des affaires ensemble pour pouvoir enclencher ce développement. Et le profil que possède, je dirais, c'est, c'est deux groupes. Lorsque je parle d'adeptes du chaos, c'est quasiment, ils sont propriétaires d'actifs, ils sont conservateurs, ils adoptent du statu quo, ils n'hésitent pas à avoir accès à des pratiques peut-être mafieuses. Et lorsque je dis mafieux, c'est qu'ils ne respectent pas les règles. Mais lorsqu'on parle de développement, on parle de mondialisation. Donc, si on fait l'apologie et on promeut, je dirais, ce type d'entrepreneuriat, et comment pourrait-on léguer une certaine expérience à la nouvelle génération? Parce qu'en fait, je ne pense pas que ces entrepreneurs peuvent présenter leur modèle d'affaires à l'université. Et c'est l'une des choses que j'ai remarqué pendant toute ma carrière et ayant la chance de faire des études, que ce soit dans mon pays, en Haïti, et également ayant eu l'opportunité d'aller et effectuer une spécialité ailleurs. L'une des choses que j'ai remarqué, c'est que dans les pays où ça va bien, et les entreprises n'ont aucune réserve des fois à présenter leur modèle d'affaires. Les entreprises sont étudiées à l'université, et ceci pour tester des caractéristiques justement et qui rendent ces entreprises agiles et innovantes et pour justement pouvoir transmettre ces attitudes et ces techniques et ces compétences aux futurs entrepreneurs. Donc, et là, ils veulent assurer que le pays en lui-même soit toujours compétitif en ayant des agents économiques compétitifs, en ayant des entreprises qui se veulent être compétitives. Donc, déjà, pour moi, il n'y a pas photo. Si nous sommes en train de faire l'apologie et, je dirais, les adeptes du chaos, certainement, on garde le statu quo et je ne pense pas qu'on ira trop loin. Donc, voilà rapidement pour les adeptes du chaos et nous avons les perturbateurs positifs sur lesquels je propose de capitaliser. Et là, sont innovants, empathiques, visionnaires, éduqués, compétents. Ce sont de bons contribuables, propriétaires d'actifs. C'est quasiment, ils ont des caractéristiques qui en fait leur permettent de pouvoir conquérir le monde. C'est-à-dire qu'ils peuvent prétendre explorer n'importe quel type de marché, pas simplement le marché haïtien. Et je pense que c'est ce type d'entrepreneur qu'il faudrait promouvoir, qu'il faudrait former afin que nous puissions justement prétendre à cette croissance soutenue et avoir ce développement. Donc, les entrepreneurs qui justement dirigent déjà des MPME ou des PME, déjà peuvent voir quels sont les éléments qu'ils peuvent améliorer chez eux pour pouvoir justement appartenir à ce groupe. Et justement, les aspirants entrepreneurs peuvent déjà se dire, voilà quel type d'entreprise que je veux monter ou voilà quel type d'entrepreneur que je veux être véritablement. Et pour terminer, en guise de recommandation, et je me suis permis de faire cette recommandation pour moi et qui, je demeure convaincu que ces recommandations nous permettraient justement d'avoir des entreprises fortes et d'avoir peut-être développer un entrepreneuriat plutôt à fort impact. Et la première recommandation serait de mettre en place des structures favorisant l'émergence d'entrepreneurs visionnaires et responsables. Donc, ça va de soi, il faut se connaître, et il faut changer le profil des entrepreneurs que nous sommes en train de créer dans ce pays. Il faut changer le type. Il faut justement casser les sentiers battus pour que nous puissions justement transformer l'environnement économique haïtien. Dans un deuxième temps, créer des espaces permettant aux différentes catégories d'entrepreneurs d'entreprendre des projets ensemble. Je ne vais pas entrer dans les détails. Je l'ai développé plutôt dans l'ouvrage. Nous avons plusieurs choses qui nous empêchent de travailler ensemble. Nous avons justement notre histoire, nous avons des problèmes sociaux, nous avons des problèmes de teinte épidémique. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de travailler ensemble. Et je pense que si nous n'essayons pas de nous affranchir de ces choses-là, il sera difficile justement de monter des choses et de faire des choses extraordinaires ensemble et d'avoir un impact véritable. Troisième recommandation, favoriser un cadre mieux réglementé pour faire les affaires. Avoir des normes permet de régulariser, je dirais, de réguler et le jeu, permet justement d'avoir une compétition qui soit totalement équitable et permettre à tout un chacun de prétendre à monter des entreprises et en toute transparence.
favoriser la transparence. Donc, et encore une fois, j'ai parlé et lorsque je parle de transparence, et lorsqu'on est correct et à un certain moment, on est prêt à partager son modèle d'affaires parce qu'on est prêt à permettre à notre génération de, de faire mieux. Lorsque je parle de transparence, je parle également de la comptabilité des entreprises. Et mon expérience m'a amené à voir que, en fait, quasiment toutes les entreprises et la majorité, du moins, ont deux comptabilités. Or, nous parlons aujourd'hui de financement de micro, petites et moyennes entreprises. Pourquoi ne pas prétendre à monter une bourse? Mais monter une bourse demande des informations, monter une bourse demande des données. Et ces données doivent être transparentes. Est-ce qu'il faut avoir des données et réelles, des données qui nous permettent justement de faire des projections? Et là, et je pense que payer ces taxes, déclarer ces chiffres réels, non seulement c'est un acte responsable, mais aussi ça nous permettrait justement d'avoir un terrain et un marché financier beaucoup plus ouvert et à tous. Établir un système de sanctions juste et équitable. Encore une fois, nous revenons à la loi, nous revenons justement à la notion de responsabilité, nous revenons à la notion comment dire en anglais, d'accountability. C'est quelque chose d'extrêmement important qui permet justement de gérer les relations entre différents agents économiques. Autre recommandation, amener les entrepreneurs à accéder à la qualité de leurs produits et services en privilégiant le respect de l'autre. Ça, c'est quelque chose que je pense qu'on tend à perdre dans notre société. Et je demeure convaincu que dès qu'on est dans une dynamique de respecter son autrui, dès qu'on est dans une de respecter l'autre, il est évident qu'on ait envie de servir cette personne. Il est évident qu'on ait envie de lui offrir le meilleur service. Il est évident qu'on a envie de lui offrir le meilleur produit qui soit. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on le respecte. On le respecte en tant que personne et là, à ce moment, on fait attention au packaging, on fait attention au service client, on fait attention à la clientèle. Et tout ceci ne pourra que rejaillir sur, sur la qualité de vos produits, sur la qualité du service que vous donnez et qui vous amènera justement à être plus attrayant aux yeux de la clientèle et pourquoi pas être plus compétitif. Et en dernier lieu, promouvoir le mérite économique basé sur des modèles d'affaires structurés et transparents. Je pense que cette recommandation, c'est une redite où il faut avoir des modèles économiques innovants, transparents, dynamiques, agiles, qui permettraient justement de conquérir le monde et faire la compétition à toutes les entreprises qui évolueraient directement ou indirectement dans le même secteur d'activité que les petites et moyennes entreprises. Donc, globalement, c'est ce que j'avais pour vous au menu aujourd'hui. Encore une fois, je voudrais remercier les organisateurs du sommet international de la finance en Haïti de m'avoir convié à cette 12e édition pour présenter succinctement et brièvement le contenu de mon ouvrage. Et si vous souhaitez effectivement en savoir plus, cet ouvrage est disponible aux librairies La Pléiade à Pétionville et à Pont-Patate, à la librairie Astérix. Et également, vous pouvez retrouver l'ouvrage sur Amazon en version paperback ou en version Kindle. Donc, encore une fois, je vous dis merci pour cette invitation et j'espère que j'ai pu apporter ma contribution justement aux différents débats qui seront tenus lors de cette journée et dans le cadre du 12e sommet de la finance, où essentiellement vous allez parler de comment favoriser le financement des micro, petites et moyennes entreprises. Encore merci et à bientôt.